Alors, Excuse-moi, t'es à la bonne distance là. oui, ça devrait... Ouais, ça devrait aller comme ça. Hein, ça enregistre. Oui, ça a l'air d'enregistrer. Et puis de toute façon, je peux mettre le son plus fort après. C'est magique. Bonjour, je suis Sophie, parisienne de naissance et melbournienne d'adoption. Maman d'un petit bilingue de 8 ans et prof de français indépendante, j'ai créé mon podcast Francophone Down Under pour aider d'autres parents comme moi à soutenir et encourager leurs enfants bilingues dans l'apprentissage du français. Je vous propose donc des épisodes d'astuces pratiques, d'autres qui nous permettront de développer nos connaissances sur l'éducation bilingue, en alternance avec des interviews d'acteurs de la communauté francophone d'Australie. Bienvenue dans ce 5e épisode de Francophone Down Under. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sabine Degey, que vous connaissez peut-être déjà comme la fondatrice de Babel Books. Babel Books, c'est un site de vente de livres d'occasion en français, ici en Australie. Mais pas que. Quand j'ai découvert Babel Books, j'ai tout de suite eu envie d'interviewer Sabine pour qu'elle nous explique comment est né ce beau projet. Et comme Sabine est aussi maman de 2 grandes filles, nous avons discuté éducation bilingue, école française et australienne. Si vous prêtez l'oreille, vous entendrez peut-être les oiseaux dehors. C'est l'inconvénient d'enregistrer avec la fenêtre ouverte. Bonne écoute! Eh ben, on peut commencer si tu es d'accord. Bien sûr, bonjour Sophie. Bonjour Sabine. Donc Sabine, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots ou est-ce que tu veux que je te présente rapidement? Je peux me présenter. Vas-y, je t'en prie. Sabine Degey, je suis à Melbourne avec ma famille depuis fin 2009 et je suis là pour parler un peu de notre parcours français, francophonie Mhm. et du lancement de Babel Books qui est une librairie en ligne. Et oui, Babel Books qui est une très belle initiative. Merci Sabine. Pour commencer, la question qui va finir par devenir traditionnelle, tu viens d'où? Alors je suis originaire de Haute-Savoie, à mi-chemin entre Genève et Chamonix. J'ai quitté la Haute-Savoie à 18 ans et après j'ai un petit peu bourlingué, on va dire, au niveau de mes études et de D'accord. mon emploi. Tu peux nous dire, tu as voyagé en Europe ou alors juste en France ou... Quand je dis bourlinguer, c'est que j'ai fait une école un petit peu particulière où j'ai passé un an à Oxford, un an à Madrid et un an à Paris. Ah, Voilà. Donc, ce qui m'a permis de développer le multilinguisme. oui. Tu parles combien de langues? Juste 3 avec le français, l'anglais et Français, l'espagnol. l'anglais et l'espagnol. D'accord. Bien. Et donc, Paris, Londres, non, Oxford, Madrid et Melbourne, tu es arrivé là comment? Alors Melbourne, pour nous, c'est en fait un retour en Australie parce que j'ai rencontré mon mari en 98 à Sydney. Et donc, pour des raisons professionnelles, nous sommes repartis en Grande-Bretagne, puis en France, mais on avait toujours ce rêve, cette volonté de revenir en Australie. Et je dirais que peu importe où nous revenions, l'important c'était de revenir en Australie. D'accord. Il est australien lui-même? Pas du tout, il est français. Donc je sais, nous sommes allés chacun au bout du monde pour rencontrer un autre Français, une Française. Belle rencontre, hein. Oui. C'était destiné. Et donc, nous avons eu la chance de pouvoir tous les deux nous expatrier avec nos employeurs respectifs à l'époque. Donc, Michel travaillait pour Keolis, Yara Tram, Mhm. et moi je travaillais pour AXA. Donc, je suis venue pour AXA Australia. D'accord. C'est pas toujours facile, effectivement, d'avoir deux personnes qui réussissent à s'expatrier avec leur entreprise. Non, 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 là C'était... c'était beaucoup de chance. Vous vous étiez donc rencontrés à Sydney, tu étais en voyage ou c'était déjà pour le travail à l'époque? Pardon, je pose plein de questions Oui, oui, bien indiscrètes. sûr. Alors, Sydney, pour moi, c'était un petit peu le hasard parce que en 96, je suis tombée amoureuse d'un pays, la Nouvelle-Zélande. Hmm. Et en fait, en 98, ben, j'ai laissé ma vie française pour partir chercher du travail en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Et puis, le hasard a voulu que ben, je n'ai pas trouvé
d'emploi à Auckland, mais qu'en revanche, une entreprise sur place m'a mise en relation avec une entreprise à Sydney. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, c'est pas la Nouvelle-Zélande, je ne connais pas l'Australie, je vais tenter. Et donc, moi, je travaillais pour une société financière, en fait, à Sydney, Ok. quand on s'est rencontrés. Vous avez dû repartir en Europe, hein, mais vous êtes finalement revenu ensuite. Oui, exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu as Babel Books? Alors aujourd'hui, on va dire que je partage mon temps autour de 3 activités principales. La première, c'est Babel Books, donc une librairie en ligne qui vend des livres d'occasion en français, en anglais, un petit peu en espagnol, en Australie seulement. D'accord. Donc la deuxième partie, c'est une activité de conseil en gouvernance d'entreprise, où je capitalise sur mon expérience passée. Et la troisième partie, c'est d'être, je ne sais pas si on peut dire membre d'un comité ou d'un conseil d'administration, on va dire principalement dans des sociétés ou des entreprises ou des organisations, soit dans le domaine de l'éducation, soit dans des startups. D'accord. Waouh. Tu réussis à monter une entreprise en plus de tes 2 activités. Incroyable. Et est-ce que tu peux nous parler de plus de Babel Books? Comment ça fonctionne? Pourquoi déjà? Peut-être pourquoi Babel Books? Alors, dans les années 2018-2019, je cherchais une solution en fait, au surplus de livres que nous avions à la maison, et deux, en me posant la question, comment est-ce qu'on peut faire revivre ou donner une seconde vie à tous ces livres qui sont sur nos étagères, en particulier quand on est francophone, parce que c'est compliqué ici et c'est cher de se procurer des livres. Et donc, j'ai regardé ce qui se faisait en termes de librairie d'occasion sur Melbourne, ce qui ne me satisfaisait pas. J'ai regardé les modèles en ligne, World of Books et Recycle Livre en France. D'accord. Et en 2019, j'en ai profité pour prendre contact avec Recycle Livre et de manière à les rencontrer quand j'étais en France début 2020. Et donc, ce que j'ai fait en début 2020, je les ai rencontrés pour voir un petit peu comment ils fonctionnaient, quelles étaient les difficultés qu'ils avaient eues quand ils ont mis en place leur projet. Et en fait, Babel Books est très inspiré de ce qu'ils font, c'est-à-dire tant en termes de collecte de livres, de remise en ligne à petit prix. Recycle Livre fournit des emplois à des jeunes en difficulté. Et moi, à terme, si et quand Babel Books prendra de l'ampleur, j'aimerais bien aussi pouvoir contribuer de cette façon, c'est-à-dire recruter des jeunes qui ont des difficultés d'insertion. Recycle Livre donne 10% de son chiffre d'affaires à des organisations qui luttent contre l'illettrisme. Moi, en revanche, j'ai choisi de soutenir un éditeur qui s'appelle Magabala Books en Western Australia pour la publication de livres en langue aborigène. Parce que les langues aborigènes sont essentiellement une tradition orale qui, malheureusement, ont des difficultés à perdurer sans support écrit. Ouais. Donc voilà, c'est ma contribution au multiculturalisme australien. Et je suis extrêmement émue parce que c'est un beau projet du début jusqu'à la fin, je trouve. C'est bien pour l'environnement, c'est bien pour l'Australie en général, c'est bien pour les livres, c'est bien pour la culture. Euh, c'est super. Merci Sophie. Et quand j'ai vu ton projet, quand j'ai rencontré ton projet pour la première fois, j'ai été ouais, j'ai tout de suite eu envie de te rencontrer en fait. Et donc Babel Books, bien sûr, je vais mettre toutes les détails sur les notes de l'épisode si vous voulez en savoir plus. Mais comment ça se passe par exemple si on a des livres qu'on veut partager, comment on fait Alors, quand j'ai réfléchi à comment pouvait fonctionner Babel Books, je me suis posé la question, est-ce que ça doit être une plateforme plutôt qu'une collecte et ensuite réexpédition? Et ce que je cherchais, c'est à fournir une expérience intéressante et agréable. Et avoir aussi une certaine maîtrise en termes de qualité de service. C'est pour ça que j'ai choisi plutôt de travailler à partir de donations et ensuite de réexpédier les livres partout en Australie. Pourquoi? Parce que ça me permet, de mettre en ligne
à chaque fois les informations qui sont pertinentes au livre en termes de résumé du livre, l'image, le poids, la date de publication, etc. Et puis aussi, quand vient le moment de l'expédition, de pouvoir le faire de façon prompte. D'accord. Voilà, donc ça me permettait D'avoir cette d'avoir garantie. un contrôle du début jusqu'à la fin par rapport à l'expérience client. Donc aujourd'hui, donc pour les donations, nous avons sur la page d'accueil au niveau du menu Donate Your Books qui explique quel type de livre nous prenons et comment prendre contact pour organiser la donation. D'accord. Et si on cherche des livres en français, et j'ai moi-même jeté un coup d'œil assez récemment, il y a beaucoup de choses, notamment pour les enfants. Est-ce que c'est ce que tu as le plus, ou alors les livres pour adultes sont les plus... Je dirais qu'on a à peu près moitié-moitié au niveau du stock entre les livres pour enfants et les livres pour adultes en français. Mhm. On a deux types de clientèle bien distinctes en fait sur la partie française. Ceux qui cherchent pour les enfants Oui, et des adultes qui cherchent pour eux. ok. Et l'avantage d'avoir cette mainmise ou du moins cette gestion des donations, c'est que ça permet aussi de classer les livres en type de conditions. Comme ça, celui qui achète sait si c'est un livre plutôt en très bonne condition, qui est déjà un petit peu ou beaucoup fatigué. Oui, Voilà. Ce qui, quand on a des enfants ou que l'on veut faire un cadeau, est utile. exactement, oui, parce que c'est vrai qu'on peut offrir un livre d'occasion, mais quand on fait un cadeau, on aime bien que ça ait l'air joli. Voilà. Que le livre n'ait pas l'air d'avoir été lu par 30 personnes et être resté à l'humidité pendant 4 ans. Voilà, ou tomber dans la piscine. Non, quand ils sont vraiment en mauvais état, malheureusement, je prends mon parti et il part au recyclage papier. D'accord. Parce que D'accord. je souhaite fournir un certain type de qualité. Et ça fait du sens, tout à fait. Donc tu es, en plus d'être chef d'entreprise, consultante, tu es aussi une maman, ce qui est un travail à temps plein. Et tu as 2 filles. Oui, 2 filles. Et en fait, notre parcours, puisque les filles sont nées en France, mais qu'on avait envie de revenir en Australie, notre parcours sur l'apprentissage des langues est un petit peu particulier. Parce que comme nous avions très très envie de revenir en Australie, nous avons pris la décision, mon mari et moi, de parler aux filles en anglais quand nous étions en France. Et en fait, c'est mon mari qui s'y est collé et qui leur parlait en anglais depuis qu'elles sont nées en fait. Et moi, je leur Ok. parlais en français. Elles sont aussi allées à l'école en France une journée par semaine, à une école anglophone, puisque D'accord. on avait la chance d'avoir ça à côté. C'est pas assez répandu malheureusement. Et elles avaient obligation de regarder tous les films en anglais. Alors, donc, nous, on n'a pas de télé, mais on avait les DVD et l'ordinateur. Donc, du coup, elles regardaient tous les Disney, etc., en anglais. Et quand nous avons eu l'opportunité de revenir en Australie, de nous établir en Australie, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que dès que nous sommes arrivés, tous les films qu'elles pouvaient regarder, elles devaient les regarder en français. Mon mari est repassé donc de l'anglais au français. Et donc, depuis fin 2009, ça a été presque un travail, quelquefois une bataille au quotidien pour maintenir le français. Oui, effectivement, le bilinguisme, les spécialistes disent toujours que c'est vraiment un projet familial et c'est un projet de long terme. Et tu nous le démontres puisque vous avez commencé dès la naissance des petites et finalement même switché en cours de route. C'était une vraie volonté Alors, c'est un familiale. effort et une discipline au quotidien. Ouais. Parce qu'il faut leur dire, non, réponds en français. Et comment tu le dirais en français? Et dis-le en français. Ça, c'est quelque chose que l'on répète plusieurs fois par jour. Oui. Mais je dirais aux parents qui nous écoutent, surtout persister. Jusqu'à l'âge de 14-15 ans, c'est difficile. Et puis après, il y a un déclic qui est souvent lié à la maturité de l'enfant, où l'enfant se rend compte que c'est une chance de pouvoir parler une deuxième langue, et pas juste des devoirs et une contrainte à la maison.
Est-ce que peut-être ça a à voir aussi avec le fait de passer le français à l'école, au VCE par exemple, où ça donne des avantages supplémentaires, hein? Alors, en ce qui nous concerne, ou ce qui concerne les filles, ça a été un petit peu compliqué parce que les écoles dans lesquelles elles étaient ne proposaient pas le VCE en France, de français. D'accord. Donc, il a fallu qu'elles le fassent via VSL, hein, c'est-à-dire à distance, parce qu'il n'y avait en fait pas de cours qui convenaient en français. Donc, c'était un petit peu le parcours du combattant, c'est un effort hein, de faire ça Oui. à distance avec des professeurs qui ne sont pas nécessairement français d'origine. Et je dois dire que depuis que nous sommes là, les filles ont bénéficié de l'accompagnement de l'Alliance française, que ce soit en termes de cours pour enfants francophones, ou un petit peu plus tard, on a eu du soutien en fait de professeurs pendant qu'elles passaient leur VCE. D'accord. Oui. Ça a été très très utile. C'est pas facile de s'en sortir seule en fait, hein. Non. Et donc oui, depuis que vous êtes arrivées, elles ont pris des cours où elles ont assisté à des groupes ou des classes, c'est ça, de petits francophones? Des cours alors divers et variés, soit et ou avec l'Alliance française et du tutorat avec des professeurs, instituteurs, tuteurs d'origine française à Melbourne. Oui, est-ce que toi ou ton mari, vous avez essayé de leur enseigner le français ou vous avez tout de suite dit non, ça va pas être possible? Je pense qu'on s'est rendu compte tout de suite qu'il fallait créer une séparation entre le rôle de parent et le rôle de l'enseignant de la langue. Tout d'abord parce que enseigner une langue, il y a une démarche pédagogique, il y a un savoir-faire que nous n'avons pas. Effectivement, c'est prof, malgré ce que le gouvernement français a l'air de penser, c'est un vrai métier. Et, Effectivement, ouais. non, c'est un vrai métier, je confirme. Et en plus, parce qu'on a essayé aussi de faire plutôt des cours en groupe, donc quand les enfants voient qu'ils ne sont pas juste seuls à la maison à parler une langue, mais qu'il y a d'autres enfants qui parlent cette langue, ça aide à l'acquisition. Oui, ça leur donne un sentiment d'appartenir à un groupe et pas seulement d'avoir une bizarrerie à la maison au niveau de la langue. Exactement. Les écoles qu'elles ont fréquentées, c'était plutôt des écoles, c'était des écoles australiennes, 100% en anglais. Oui, alors on a eu des problèmes parce que en termes de zone géographique dans laquelle il fallait s'établir, ça nous a joué des tours. Et au final, donc les filles, effectivement, étaient dans des écoles purement anglophones, sauf que elles ont pu apprendre, elles, le mandarin dans l'école dans laquelle elles allaient. Et donc, nous avons dû maintenir le français séparément à la maison, sur le temps libre. Bon, après, apprendre le mandarin, honnêtement, c'est quand même un plus aussi. Et c'est vrai que quand on est parent francophone, on insiste beaucoup sur le français, on a presque tendance à oublier que bah, c'est aussi bien d'apprendre des langues supplémentaires une fois qu'ils ont les deux langues. Surtout en Australie. Oui. Non, c'est fantastique. Elle parle donc maintenant 3 des 5 langues les plus parlées dans le monde, quoi. J'en ai une qui a poursuivi le mandarin, l'autre l'a arrêté. J'espère qu'elle le reprendra un jour, qu'elle comprendra l'utilité. Puis oui, en Australie, de toute façon, le mandarin est aussi une langue très parlée, je veux dire, en Australie même, donc ça peut être qu'un plus même pour travailler ici ou pour étudier ici. Il suffit d'écouter en fait les annonces à Melbourne Airport hein, quand on part. Hein. Elles sont en anglais et en mandarin. Hein. J'ai jamais fait attention. Ouais. En tout cas, à l'international, c'est sûr. Je ne sais pas en domestique. Et ouais. Mais c'est tout à fait probable, ce serait logique, honnêtement. Ça ferait du sens, ouais. Ça a été aussi le sujet avec nos filles qui, pendant un moment, se sont dit mais je suis française ou je suis australienne? Jusqu'à ce qu'on leur explique que vous êtes française et australienne. Moi, je suis assez récemment australienne. J'ai eu ma citoyenneté l'année dernière. Et c'est vrai que des fois, j'ai encore du mal à réaliser. Et pourtant, cette citoyenneté, je la voulais vraiment. C'était quelque chose de très important pour moi, pour mon parcours personnel.
Et mon fils, qui à l'époque avait 7 ans, donc est devenu australien avec nous. Il était avec nous à la cérémonie. Il a, comment on dirait en français? Il a dit le Pledge of Allegiance avec nous. Mhm. Et c'est vrai que des fois, il a des copains qui lui disent mais toi, t'es pas vraiment australien. Et il est là, mais si, mais Si, j'ai la j'y étais. nationalité. Oui, c'est une chance d'avoir cette double nationalité parce que la nationalité française donne accès à toute l'Union européenne Mhm. et puis elle donne accès aussi via le Commonwealth à la Grande-Bretagne ou au Canada. Moi, je sais que je dis aux filles, bah, vous pouvez vraiment choisir si vous voulez faire des échanges lors de vos études supérieures ou est-ce que vous voulez vivre ou prendre une année sabbatique. Vous avez vraiment un choix incroyable. Et c'est vrai, ça ouvre l'accès au monde. Et d'ailleurs, je dis souvent à mon fils que si les prix des universités continuent à grimper, il est possible qu'il aille faire ses études en France à la place, Mm. chez ses grands-parents. Effectivement, ça ouvre un accès à plus hein, que juste parler une langue. C'est ce que je trouve fantastique dans les langues, c'est que finalement, on a accès à une culture, à des cultures, à plein de cultures, et en plus, quand on a la double nationalité. Alors cette double culture, j'avoue que quelquefois ça peut jouer des tours aussi, parce que je le vois au Oui. niveau de nos enfants. Elles questionnent un petit peu plus les choses, puisqu'elles savent qu'il y a plusieurs façons d'appréhender la vie ou certains problèmes en fonction de ce qu'on observe quand elles retournent en France ou qu'elles sont ici. Ah. Et donc, voilà, ça les amène à questionner des choses que soit la personne française, soit la personne australienne accepte sans trop se poser de questions. Oui, je pense que c'est plutôt une bonne qualité d'être capable de questionner les habitudes et de remettre les choses en perspective, justement. Mais qu'en tant que parent, ça peut être un petit peu problématique quand tout devient... quand, Quand les enfants prennent un peu trop l'habitude de remettre en question voilà. ce qu'il aurait dit. J'imagine que en plus, ouais, tes filles donc, sont plus âgées. Donc, avec le passage de l'adolescence, les remises en question. Je pense que cela ne tient pas de la langue, malheureusement, mais Mm. plutôt des changements hormonaux, qu'ils soient chez des filles ou des garçons. Voilà. L'adolescence est toujours un moment un peu compliqué à traverser. Ceci dit, je pense, vu l'expérience que j'ai, que aussi en Australie, malgré tout, et ça ce serait le côté culturel australien, on encourage plus les enfants à avoir une démarche critique, à poser des questions, à pas hésiter à poser des questions, à prendre la parole pour eux-mêmes, pour se défendre ou pour défendre leurs camarades, une injustice. C'est pas quelque chose qui est vraiment encouragé en France, voire même qui est plutôt étouffé en fait. Alors, récemment, fin juillet, début août, nous avions avec nous un cousin des filles qui a choisi d'aller à l'école ici pendant 3 semaines pendant ses vacances françaises. Ah, Et il nous faisait part justement de son étonnement à la conduite d'une classe en Australie par rapport à la France, où effectivement la classe australienne était un peu plus bruyante et un peu plus avec un peu plus de chahut qu'une classe en France où les élèves absorbent la parole du professeur. ouais. Et de toute façon, c'est vrai que le système éducatif australien met l'accent sur le comportement et l'aspect communication, intelligence émotionnelle, la capacité à s'exprimer devant un auditoire Oui, qui n'existe pas du tout en France. non, effectivement, oui. J'étais juste en train de me dire qu'en fait, ce serait bien de... Je sais qu'il y a beaucoup... bon, il y a un certain nombre de parents qui le font d'ailleurs, mais d'avoir pour un enfant l'expérience des deux systèmes, parce que finalement, on apprend des très bonnes compétences des deux côtés. Nous avons eu la chance de pouvoir le faire en fait. Mm. Notre aîné a pu passer un trimestre en France en année 7. Donc 7, ça fait Ce serait 7 la ou 8. quatrième ou la Voilà, troisième. 4e ou 3e. Mm. Elle a passé un trimestre. Pour notre cadette, malheureusement, ça n'a pu être que 15 jours. Ah, Covid. Mais
Non, c'était Non. parce qu'elle a changé d'école, donc on pouvait pas à la fois Ouais. lui faire passer un trimestre en France et démarrer ensuite dans la nouvelle école en Australie avec 3 mois de retard. Ça aurait été difficile pour elle en termes de groupe d'amis. Oui. Mais ça a été effectivement très utile à nos 2 filles de pouvoir avoir une autre vision du système éducatif. Alors, c'était pas forcément, je ne sais pas, parce que bien sûr, quand elles sont revenues ici, il y avait un petit peu de, c'était mieux avant, voilà. Du coup, elles ont, je pense, une vision du système éducatif français qui est un peu rose, qu'elles pensent d'une certaine façon supérieure au système australien. Mais je pense qu'il y a un petit biais de ce côté-là. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que le système français est supérieur au système australien. Et non, il est complètement, juste complètement différent, en fait. Exactement. Oui, peut-être c'était les vacances, il n'y avait pas de vraie Il n'y avait pas d'enjeu implication, pour pas elle. d'enjeu, voilà. Elles étaient libres de juste faire l'expérience, il n'y avait pas de diplôme à passer. Exactement. Oui, c'est marrant parce que j'ai quand même le souvenir d'être restée beaucoup assise à écouter des profs, à faire des devoirs. On allait à l'école tôt le matin, on rentrait tard le soir. Il fallait ensuite faire 1 heure et demie de devoirs le soir. J'ai pas beaucoup de nostalgie pour ça, personnellement. Oui, j'avoue que le cousin qui a passé du temps avec nous était absolument ravi de ces journées un petit peu plus courtes. Parce que lui qui était un sportif, il a pu aussi, pour le coup, s'entraîner avec une équipe de rugby locale. Ah, Donc la possibilité de faire ça après les cours était très attrayante. oui, bien sûr. Et une autre particularité ici, effectivement, on a plus de temps pour faire du sport ou des activités après l'école. Après, comme on disait, le système français n'est pas nécessairement mauvais. On a une rigueur, hein, je pense, une rigueur dans le travail. Je pense que les devoirs, par exemple, c'est très ennuyeux, mais on apprend à travailler, on apprend Il y a la rigueur à faire des cartésienne. efforts. La rigueur cartésienne. Ouais. L'un des avantages que je vois au système français, c'est d'une part l'apprentissage des langues et d'un sujet que quelqu'un va trouver ennuyeux, mais qui sont les maths, mais qui sont pour moi une fondation en fait en termes d'éducation que les enfants sont obligés de présenter au bac, alors que ici les langues, la plupart les abandonnent très très tôt en fait. Oui. Les maths n'étant pas obligatoires au bac, c'est pareil. Ça peut devenir un sujet secondaire. Moi, j'ai eu cette discussion avec une de mes apprenantes sur la philosophie, en l'occurrence, hein, parce qu'elle me disait, oh, j'ai appris que les enfants, les jeunes font de la philo en classe, c'est obligatoire, ça sert à rien. Et, Apprendre à réfléchir, si. et en l'occurrence, en plus, cette jeune fille, elle est assez scientifique. Et notamment, elle est très orientée sur l'informatique et je l'ai emmenée à réfléchir sur justement bien la programmation. Elle est faite par qui? Elle est faite par des humains. Qu'est-ce qui se passe si les humains ils réfléchissent pas à la façon dont ils programment leurs machines et où est-ce qu'on va et est-ce que c'est pas important de réfléchir au, je trouve plus mes mots, pardon, mais au bien et au mal, hein. Et elle m'a dit, ah oui, en fait, c'est pas si inutile. Quand on voit le côté addictif de nos téléphones, principalement nos téléphones, et qu'on voit le temps que nous y passons, que nos enfants y passent par semaine, on se dit bah un petit peu plus d'engagement avec des personnes, à faire des jeux de société, à discuter de sujets, à se promener à l'extérieur, au lieu de ces heures qui auparavant étaient passées à autre chose. Hein. Oui, et pourquoi, comment, et est-ce la bonne solution? Des grandes questions philosophiques, hein. Une question d'équilibre, encore une fois. Et ben ça fait plus de 30 minutes qu'on parle, et c'était très intéressant. Je pense qu'on a fait le tour des questions que je voulais aborder. Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu voulais ajouter? Non, je suis ravie d'avoir l'opportunité d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui. Merci. Merci de t'être déplacée aussi, parce que je dois vous dire que Sabine a fait l'effort de venir jusqu'à chez moi, ce qui est très gentil. Je t'en prie. Bonne continuation. Et ben merci Sabine.
et bonne journée ou soirée à nos auditeurs. Et oui. Au revoir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que moi à interviewer Sabine. Partagez l'épisode avec tous vos amis qui sont en manque de littérature française. À dans 2 semaines!